Voici le dernier moment de Serge Gainsbourg. Le 2 mars 1991, dans son appartement parisien de la rue de Verneuil, le corps d'un homme brisé par ses excès s'est effondré une dernière fois. Une crise cardiaque. Silence. Fin brutale pour l'une des figures les plus provocantes et fascinantes de la musique française. Mais ce que peu savent, c'est que la dernière décennie de sa vie a été marquée non seulement par l'autodestruction, mais aussi par une confession glaçante, faite à huis clos, qui jette une ombre encore plus dense sur son héritage. Avant de mourir, Serge Gainsbourg avait confié à un proche une vérité dérangeante, un épisode honteux de sa jeunesse sous l'occupation dont il n'a jamais parlé publiquement. Était-ce une rumeur, une exagération, ou bien un poids trop lourd pour être porté au grand jour? Quoi qu'il en soit, cette révélation n'a jamais été médiatisée, jusqu'à aujourd'hui. Icône de la transgression, homme de mots et de mots, Gainsbourg a toujours cultivé une image de dandy provocateur. Mais derrière le génie se cachait un homme en guerre avec lui-même, obsédé par la mort, hanté par le rejet, et accroché à ses addictions comme à des armes contre l'oubli. Et pourtant, malgré les scandales, les insultes en direct à la télévision, les amours déchirantes et la lente descente vers l'alcoolisme, la France l'a toujours aimé, idolâtré même. Pourquoi? Était-ce par fascination pour sa décadence ou par reconnaissance de son génie poétique? Alors que la fumée de ses gitanes planait encore dans son appartement tapissé de toiles, le monde pleurait un monstre sacré, tout en ignorant le vrai drame, la vérité noire qu'il a emportée avec lui. Mais aujourd'hui, nous allons vous la raconter. Serge Gainsbourg, à la fois vénéré et vilipendé. Poète maudit, génie subversif, provocateur chronique. Pour comprendre ces derniers instants, il faut d'abord plonger dans l'époque qu'il a façonnée, une France entre ombre et lumière, entre guerre et renaissance artistique, entre tradition et irrévérence. Né Lucien Ginsburg en 1928, fils d'immigrés juifs russes fuyant les pogroms, il grandit dans un Paris occupé où la peur et l'humiliation sont quotidiennes. Ce passé-là, il le gardera comme une cicatrice secrète qu'il couvrira de mots, de musique et d'ironie. Pendant la guerre, il doit porter l'étoile jaune. Plus tard, il portera la provocation comme un étendard. C'est dans les années 60 que naît Gainsbourg, l'artiste. Avec La Javanaise, il séduit les poètes. Avec Initials Baby, il enflamme Brigitte Bardot. Puis vient Je t'aime, moi non plus. Le duo sulfureux avec Jane Birkin, interdit dans plusieurs pays, adoré ailleurs. Cette chanson symbolise tout ce qu'il est. Charnel, scandaleux, génial. Mais derrière cette réussite artistique, il y a une angoisse de vivre qui ne le quittera jamais. À la télévision, il choquera Catherine Ranger. Il brûlera un billet de 500 francs en direct pour dénoncer les impôts. Il dira à Whitney Houston qu'il veut la baiser. Était-ce de l'audace ou un appel désespéré à l'attention, à l'amour, à la reconnaissance? Plus les années passent, plus ses chansons s'assombrissent. Il se réfugie dans l'alcool, transforme son visage, son corps. Il devient Gainsbar, son double maléfique, celui qui détruit ce que Gainsbourg a construit. Un être grotesque, tragique, parfois touchant, toujours fascinant. Son appartement devient un mausolée vivant. Murs noirs, volets clos, tableaux érotiques, bouteilles vides et cendriers pleins. Il vit seul, comme dans un tombeau anticipé. Son cœur bat, mais plus par habitude que par désir. Et pourtant, même dans cet isolement, il reste une figure publique incontournable. On le voit tituber à la télévision, mais on continue de l'inviter. On le critique, mais on l'applaudit. La France ne peut pas se passer de lui. Parce qu'en lui, elle voit à la fois le génie de ses lettres et la décadence de son époque. Il est son miroir déformé, et c'est pour cela qu'elle l'admire. Mais à l'approche de la fin, une question obsède Gainsbourg. Que restera-t-il? La musique? Les scandales? Ou quelque chose de plus profond, de plus douloureux? Un secret trop lourd, trop personnel pour être révélé de son vivant? Un aveu qui pourrait ternir jusqu'à sa mémoire?
C'est ce que nous allons explorer. Car parfois, la vérité est enfouie non pas dans les chansons, mais dans les silences. Tout commence par un rire. Celui de Serge Gainsbourg, assis dans un studio enfumé, un verre à la main. Mais ce n'est plus le rire espiègle du poète malicieux, c'est celui, rauque, brisé, d'un homme qui se noie à vue d'œil. Il est 1984, et Gainsbourg n'est plus qu'un spectre, dévoré par le personnage qu'il a créé, Gainsbar. La télévision devient son terrain de jeu, et son champ de ruines. Chaque passage est une gifle à la bienséance. Il insulte, il titube, il provoque. Quand il brûle un billet de 500 francs en direct, il ne fait pas que choquer. Il scelle une fracture entre lui et l'opinion publique. L'artiste qu'on aimait pour sa poésie devient l'ivrogne qu'on tolère par nostalgie, mais au fond, il n'est pas fou. Il sait ce qu'il fait. Il veut que la France voie sa lente décomposition, comme s'il voulait la punir de l'avoir adulée. Ou peut-être voulait-il que quelqu'un, enfin, s'inquiète pour lui. Son entourage est de plus en plus inquiet. Jane Birkin s'éloigne. Charlotte, sa fille, tente tant bien que mal de maintenir un lien. Mais Gainsbourg se coupe du monde, s'enferme rue de Verneuil, dans ce lieu devenu un théâtre lugubre. Il parle à ses murs. Il relit Baudelaire. Il boit. Puis viennent les problèmes de santé. Son foie est épuisé. Son cœur aussi. Les médecins l'alertent. Encore une goutte, et vous mourrez. Il sourit. Il continue. Il a toujours dit « L'alcool me protège. Si j'arrête, je meurs. » Il n'arrêtait pas. Un soir, il reçoit un appel. Une ancienne amie du temps de l'occupation. Elle lui parle d'un souvenir, d'un moment oublié ou refoulé. Un incident dans un camp provisoire à Drancy. Serge pâlit. Il raccroche. Il ne dira jamais à personne ce qu'elle lui a dit. Mais à partir de ce jour-là, son comportement change. Il devient plus silencieux, plus sombre encore. Certains amis affirment l'avoir vu pleurer sans raison apparente. À la fin de l'année 1990, son état se dégrade. Il tombe souvent. Il a du mal à respirer. Son entourage l'encourage à se soigner. Il refuse. « Je veux partir en beauté. » Le 1er mars 1991, il appelle Charlotte. Il est doux, presque apaisé. Il parle peu. Il lui dit seulement « Fais attention à toi. Et surtout, ne deviens jamais comme moi. » Le lendemain, 2 mars 1991, Serge Gainsbourg est retrouvé sans vie dans son lit, terrassé par une crise cardiaque. Il avait 62 ans. Le monde est sous le choc. Mais un détail trouble ses proches. Sur sa table de nuit, à côté de son paquet de Guinness et de son éternel verre de whisky, il y avait une photo. Un cliché en noir et blanc, froissé, représentant une rue déserte pendant l'occupation. Aucun mot, aucune lettre. Juste une image, un souvenir figé. Un indice? Les obsèques ont lieu à Paris, au cimetière du Montparnasse. Une foule immense, des fans en larmes, des artistes émus, mais une atmosphère étrange, comme si tout le monde sentait que quelque chose n'avait pas été dit, qu'un pan de sa vie, peut-être le plus sombre, avait été emporté avec lui. Et depuis, cette question obsède. Qu'a-t-il voulu cacher? Était-ce un drame personnel, un acte honteux, un traumatisme, ou simplement le poids d'un passé qu'il n'a jamais pu raconter? Ce qui est sûr, c'est qu'avec la mort de Gainsbourg, la France a perdu une voix et gagné un mystère. Il faut remonter bien avant la célébrité, bien avant le Gainsbourg provocateur, séducteur, adulé. Nous sommes en 1942. Lucien Ginsberg a 14 ans. Il vit à Paris, dans une ville occupée. Juif, il porte l'étoile jaune. Il est traqué, humilié, invisible dans son propre pays. Un soir, la Gestapo frappe à leur porte. Par miracle, sa famille échappe à la rafle. Il fuit, se terre, change d'identité. À cet âge-là, Lucien apprend déjà à jouer un rôle pour survivre. Plus tard, ce rôle deviendra sa seconde peau. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il aurait été brièvement détenu au camp de Drancy, une zone de transit vers Auschwitz.
C'est là, selon une source restée anonyme, qu'il aurait été témoin ou acteur passif d'un incident tragique impliquant un autre enfant juif. Lucien, pétrifié, n'aurait rien fait. Il n'a jamais parlé de cet épisode, pas même dans ses interviews les plus intimes. Des décennies plus tard, à la fin de sa vie, cette mémoire remonte comme une remontée acide. Une amie proche, présente lors de ces dernières semaines, confiera dans un livre paru bien après sa mort. Il avait honte. Il ne disait rien, mais on sentait qu'un poids l'écrasait. Il parlait parfois d'un fantôme d'enfant qui revenait dans ses cauchemars. Ce passé traumatique, enfoui sous des couches de génie, d'alcool et de sarcasme, était sa vraie douleur. Ses provocations, des diversions, ses insultes, des boucliers. Son génie, une tentative désespérée de réécrire sa propre histoire, de reprendre le contrôle. Ses amis racontent qu'il pleurait parfois seul, en écoutant Chopin ou en relisant ses propres textes. Il disait à Jane Birkin, « Je ne suis pas un homme, je suis une ruine ambulante. » Mais Gainsbourg n'a jamais voulu susciter la pitié. Il préférait qu'on le déteste pour ce qu'il montrait, plutôt qu'on découvre ce qu'il cachait. Les médias, eux, ne voyaient que le spectacle, les excès, les scandales. L'homme qui disait vouloir baiser Whitney Houston à la télévision, l'icône trash. Peu ont creusé plus loin. Mais ceux qui l'ont connu dans l'intimité savaient. La douleur était là, toujours. Il écrivait pour survivre. Il buvait pour oublier. Il séduisait pour se rassurer. Et au fond, il se détestait. Je suis l'homme à tête de chou, avec un cœur d'artichaut et une âme en cendres. Ces mots, extraits d'un de ses derniers journaux intimes, résument tout. Quand il est mort, une lettre manuscrite a été retrouvée, jamais envoyée. Elle était adressée à lui-même. Tu as été lâche. Tu n'as pas sauvé cet enfant, mais tu as sauvé ton art. Est-ce suffisant? Aujourd'hui encore, le débat divise. Était-ce une hallucination alcoolique? Un souvenir réel? Un délire de culpabilité? Les proches se taisent. Les archives sont muettes. Mais l'ombre plane. Gainsbourg reste une figure tragique. Un génie brisé par un passé trop lourd. Un homme qui a fait de sa douleur un art, mais qui n'a jamais pu s'en libérer. Et est-ce là son plus grand scandale? Non pas ce qu'il a dit ou fait en public, mais ce qu'il a vécu en silence. Serge Gainsbourg. Rarement un artiste n'aura autant brouillé les pistes entre provocation et poésie, entre grandeur et chute, entre génie et autodestruction. La chaîne ne cherche pas à réhabiliter ni à condamner. Elle tente de comprendre. Gainsbourg n'a jamais voulu être un modèle. Il a voulu être libre. Libre de dire l'indicible, de choquer, de séduire, de sombrer. Il s'est offert nu à la société française, avec ses plaies, ses névroses, son humour noir, son désespoir élégant. Et le plus fascinant, c'est que cette société l'a adoré pour ça. Car derrière chaque scandale, il y avait une vérité, une douleur, une mémoire. Quand il déchirait les codes, ce n'était pas gratuit. C'était une revanche, un cri, un refus de se laisser enfermer dans un rôle, juif survivant, chanteur de charme, intellectuel parisien. Il ne voulait être ni victime, ni héros, juste Gainsbourg, ou plutôt juste lui. Mais peut-on séparer l'homme de l'œuvre? Peut-on aimer la beauté de la chanson de Prévert sans penser au dérapage télévisé face à Whitney Houston? Peut-on écouter « Je suis venu te dire que je m'en vais » sans entendre l'écho d'un homme qui se préparait vraiment à partir? Les réponses appartiennent à chacun. Ce qui est certain, c'est que Serge Gainsbourg n'a jamais été un produit formaté. Il ne s'est jamais plié aux attentes. Il a vécu comme il a voulu, et c'est être cela, sa plus grande audace. Il a traversé les décennies avec cette voix rauque, cette cigarette au coin des lèvres, ce regard fatigué mais lucide. Il savait que la vie est une scène. Il a simplement décidé d'y jouer un rôle sans texte, sans censure, sans retour. Et pourtant, ce que nous retiendrons, ce ne sont pas ses provocations. Ce sont ses silences, ses regards perdus, ses chansons qui pleurent plus qu'elles ne chantent.
son humour, souvent triste, son amour pour les mots, son élégance dans le chaos. Vous, qui regardez cette vidéo, que pensez-vous de lui? Était-il un génie incompris, un provocateur lucide, ou un homme détruit par ses fantômes? Partagez vos pensées, vos souvenirs, vos impressions. Car la mémoire de Gainsbourg ne se résume pas à une biographie. Elle vit dans chaque émotion qu'il a suscitée, et peut être qu'au fond, c'est ça, être éternel. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant, vous les connaissez. Serge Gainsbourg n'est plus. Mais à chaque fois qu'on entend les premières notes de Je t'aime, moi non plus, ou qu'on fredonne Couleur café, c'est comme si sa voix revenait d'entre les ombres. Pas celle du provocateur de plateau télé, celle du poète, de l'homme meurtri, de l'ado de 14 ans qui portait une étoile jaune et qui rêvait d'être aimé. Il n'était pas parfait. Il ne voulait pas l'être. Et c'est précisément cette imperfection qui le rendait si vrai, si profondément humain. Il s'est battu contre ses démons jusqu'à la fin, parfois avec panache, parfois dans le déni, mais toujours avec honnêteté. Aujourd'hui, la maison de la rue de Verneuil est devenue un sanctuaire. Des fans viennent y déposer des fleurs, des mots, des dessins, comme pour dire « on ne t'a pas oublié, Serge », même si parfois on t'a mal compris. Son héritage n'est pas qu'un répertoire musical, c'est une empreinte dans la culture française, dans l'âme d'un peuple qui, à travers lui, a appris à aimer l'ambiguïté, la transgression, le doute, la beauté imparfaite. Et, maintenant que vous savez, souvenez-vous, derrière chaque chanson de Gainsbourg, il y avait un silence. Et dans ce silence, un secret.